Donc dernière séquence, on est pile à l'heure. On aura même peut-être une petite surprise à la fin. Voilà. Donc merci aux premiers intervenants. Donc on va terminer par une question d'actualité dans ce type de magazine qui, je rappelle, s'appelle Deus Ex Machina, c'est-à-dire l'événement impromptu qui va normalement devoir permettre de régler la situation dramatique comme au théâtre. Hein. Le Deus Ex Machina, c'est celui où la situation qu'on n'attend pas et qui arrive de façon inopinée. Et bien là, nous avons donc cette discussion qui va être entamée, et donc sur la compétence des diagnostiqueurs immobiliers. Alors, bien entendu, c'est un des sujets de prédilection de Réseau A+, hein, l'association qui encadre un petit peu le côté pédagogique de tout ça. C'est un sujet qui revient de très très loin, puisqu'il revient à l'origine même de la réglementation amiante, qui a été la première à générer la notion et le métier de diagnostic immobilier, qui n'existait pas. Hein, donc il y a 25 ans, le métier n'existait pas, la profession n'existait pas non plus. L'exercice de l'acte de diagnostic, bien entendu, existait déjà parmi les techniciens de la construction. Hein. J'aime à rappeler que, bien entendu, avant les dossiers immobiliers, on avait des techniciens de la construction, d'ailleurs même qualifiés pour ce type de mission et assurés pour ce type de mission, qui devaient réaliser les premiers repérages amiantes, et après le plomb, il y a effectivement après les autres polluants du bâtiment, jusqu'au DPE, le fameux DPE dont on parle beaucoup, qui est lui par contre le premier diagnostic tel qu'il est désigné dans les textes, premier diagnostic d'un des aspects du bâtiment. Donc j'accueille pour cette présentation, donc dans l'ordre, puisqu'effectivement on a ce protocole à respecter, Thierry Ornac, qui est donc membre du conseil d'administration de Réseau A+, et on le voit dans sa voiture, apparemment Thierry en voiture. Merci que vous êtes là. Alors, une petite présentation, et après je passe à notre invité. Donc bonsoir à toutes et à tous, et déjà toutes mes excuses effectivement pour les conditions dans lesquelles je participe à cet échange. Je rentre de Corse en fait, et voilà, je suis sur la route pour rentrer en région parisienne. Moi donc j'ai fêté en fait en même temps que le premier quart de siècle de la réglementation amiante, mes 25 ans en fait aussi d'ancienneté de diagnostiqueur spécialisé dans la vente travaux. Je suis, comme l'on dit, ou comme on disait, opérateur de repérage, associé aujourd'hui à certaines missions particulières pour lesquelles j'ai contribué à la rédaction des normes, notamment la norme sur les enrobés, la 4632 et la 9401 sur les sols en place. Et je participe activement et avec grand plaisir à cet échange et à essayer de contribuer modestement à faire progresser et à continuer à progresser avec Réseau A+, notre profession qui en a bien besoin. Okay, merci Thierry. Donc, voilà, il y a un petit peu de retour. Hein. Donc, merci Thierry, et donc on passe tout de suite à la présentation. Hop, voilà, donc de cet article qui est, enfin un des articles, puisqu'il y a eu deux articles. Je pense qu'on a beaucoup de retours avec Thierry. Voilà, le temps si tu prends pas la parole, voilà, si tu peux couper ton micro, c'est très bien. Voilà. Donc Infodiac qui va nous parler, donc on peut peut-être le mettre un petit peu plus grand, Quentin, je sais pas, on peut mettre bien plein écran, qui parle donc mois d'octobre d'un petit peu un coup de colère de Thierry, qui nous disait mais attention, on va droit dans le mur. Si l'arrêté prévu normalement pour pouvoir remettre en ordre la certification des diagnostics mobiles ne paraît pas, on se retrouve déjà aujourd'hui avec une situation dramatique de certains qui, par le biais simplement de l'expérimentation, enfin de l'expérience professionnelle, est passé du cadre bâti au cadre industriel, puis après aux enrobés, puis pourquoi pas aux navires, puis pourquoi pas aux autres activités définies par le domaine d'activité défini par le code du travail. On se retrouve avec des aberrations de montée en compétences et de domaine d'activité, et par contre une certification qui impose quand même de continuer à donner X rapports du cadre bâti pour pouvoir valider la certification. Donc on se retrouve quand même avec un grand écart. C'est un petit peu le sujet du mois d'octobre. Ça a remué, donc effectivement on s'attendait pas à ce que cet arrêté dont beaucoup d'associations de professionnels avaient eu connaissance, qui prévoyait du coup de reformuler quasiment avec un copier-coller l'arrêté qui avait été abrogé. Donc là, je fais tricot là-dessus, parce que les spécialistes sont au courant. On va pouvoir en parler dans le détail avec un autre invité qui a bien accepté donc l'invitation, qui a déjà fait l'objet d'un portrait sur Réseau A+, qui est voilà. Donc on va inviter, si c'est possible, Benjamin Frachon. Voilà, merci. Voilà Benjamin, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Voilà.
Benjamin Frachon, qui est responsable technique de Calixpert, organise de la marque de LCC, organise de certification des seekers dès l'origine, hein, donc la réflexion dès l'origine de la certification des seekers en 2006-2007. On a commencé à travailler ensemble à cette époque-là. Donc voilà, ce petit débat. Donc Benjamin, merci de te présenter. Et après, on entame le petit débat sur la compétence aujourd'hui des seekers au 1er janvier 2022. Donc bonsoir, moi je suis donc Benjamin Frachon, responsable technique chez LCC Calixpert depuis 2013. J'exerçais jusqu'en 2016 en parallèle des opérations de diagnostic, des activités de diagnostic immobilier. Et j'ai commencé comme examinateur chez Calixpert aux alentours de 2010 ou 2011, à l'époque où Monsieur Borturi était encore là. J'ai pris son relais à son départ. Voilà. Très bien, voilà pour la présentation. Donc on a un responsable technique qui vient quand même du milieu, hein, qui vient du milieu du diagnostic, hein, qui connaît donc bien le milieu. Un diagnostiqueur immobilier, en tout cas avant travaux, qui vient aussi du métier, puisque Thierry l'a pas dit, mais il a aussi lui des compétences aussi dans le domaine du bâtiment et de la sécurité du bâtiment. Donc quelqu'un qui est un technicien de la construction qualifié, qui a qui maintenant qui œuvre dans le diagnostic, dans le repérage avant travaux essentiellement. Donc on l'a vu dans l'activité sur tout ce qui est les revêtements routiers et peut-être les sols, et etc. Alors la question, je résume, c'est qu'aujourd'hui on s'attendait pas à ce que l'arrêté paraisse aussi rapidement. L'arrêté est paru. On va pas revenir sur le détail de l'arrêté. On dit simplement, est-ce que de votre point de vue à deux, est-ce que l'arrêté pour la question des diagnostiqueurs immobiliers est satisfaisant? Donc pour le certificateur, est-ce que l'arrêté est satisfaisant pour pouvoir continuer à œuvrer sur la certification des diagnostiqueurs? Et du point de vue diagnostiqueur, est-ce que cet arrêté est satisfaisant pour la partie diagnostic immobilier? Dans un second temps, on verra quid du coup des autres activités qui auraient peut-être dû être visées par cet arrêté certification, les autres domaines d'activité. Premier temps, donc, est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce que ça permet de régulariser la situation et de repartir sur de bonnes bases pour les 7 années à venir? Alors peut-être donc, je recommence peut-être par Thierry, point de vue du certifié potentiel. Est-ce que c'est satisfaisant? Alors c'est satisfaisant, encore une fois, juste pour repréciser ce qui a malgré tout introduit cette nouvelle version de l'arrêté, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment scindé les domaines au niveau de tout ce qui est repérage amiante, en mettant d'un côté le diagnostic immobilier et d'un autre côté tous les autres diagnostics. Donc pour les diagnostiqueurs immobiliers, mis à part pour les détracteurs, on pourrait considérer qu'il y a quand même eu quelques évolutions, ce qui n'a toujours pas simplifié le système. C'est l'obligation de recertification et les durées de recertification, d'accréditation, etc. Sachant juste au passage que l'arrêté qui est paru donc au mois de décembre n'a abrogé qu'une partie des textes parce que les diagnostiqueurs malheureusement ont dû subir, moi je le présente comme ça, au fil des années entre 2016, 2018 et 2019, plusieurs versions différentes de remise en question de leur certification. Et seuls les textes de 2018 et 2019 ont été abrogés par l'arrêté de 2021. Les textes qui reposent sur les premières certifications qui ont été émises en 2016, fin 2016, sont toujours d'actualité, n'ont pas été abrogés par le texte. Donc on a toujours une situation qui est un petit peu bancale pour les plus anciens certifiés, dont je fais partie. Voilà, c'est encore une fois pas pour tirer la couverture à moi, mais moi je fais partie des tout premiers certifiés en 2017 sur le texte de 2016, et ma situation n'a pas été régularisée, je dirais, par rapport à ce nouveau texte. Donc pour les diagnostics immobiliers, de mon point de vue, je pense que ça a apporté quand même une plus-value pour la simplification des suivis, etc. Et que, bien entendu, ceux qui ne contestent pas la montée en compétence et l'obligation de se reformer, de se maintenir à niveau, au niveau de tout ce qui est réglementaire, maintient en fait au travers de ce texte-là. Après, voilà, Benjamin, je ne sais pas trop du côté œil de... Voilà. Alors, on entend la position donc du certifié. Alors le certificateur, est-ce que du coup la paix est retrouvée après cet instant un petit peu de flou de fin d'année dernière? La paix retrouvée, c'est relatif. C'est relatif parce que comme les opérateurs ont subi ces évolutions, on a rarement notre mot à dire, on est rarement écouté. Alors peut-être aussi que ça dépend des OC, on n'a pas tous
pas tous peut-être la même force de frappe, la même envergure, qui fait que certains ont peut-être une oreille plus attentive que d'autres. Alors, pour nous, d'un certain point de vue, les dernières évolutions réglementaires, elles nous ont entre guillemets un petit peu simplifié la tâche, parce qu'au lieu de traiter X arrêtés de compétences, on n'en traite plus qu'un, avec on va dire un mode de fonctionnement qui est unique pour tous les domaines. Maintenant, on est bien conscient aussi que, notamment dans la problématique amiante, ça résout pas tout. Parce qu'aujourd'hui, les différentes entre guillemets spécialités en termes d'intervention sur l'amiante font que la réglementation là aussi a considérablement évolué, et que pour certains ça pose problème aujourd'hui au regard des rédactions d'appels d'offres qui font qu'on va exiger une certification amiante mention pour des gens qui interviennent sur du ferroviaire, sur de l'aéronef, et nous par rapport à ça, on est bien conscient de la problématique que ça génère pour des opérateurs spécialisés dans des activités autres que le bâti, mais on n'a ni la compétence ni le pouvoir malheureusement de répondre à ça. Voilà, donc pour bien être clair, l'arrêté compétence qui, lui, de son côté, et notamment sous la férue de le ministère du Travail, voulait intégrer dans un arrêté augmenter le programme du coup de formation, le programme de certification vers les autres domaines d'activité. Il était question du coup d'intégrer indirectement dans la certification et donc dans la formation des éléments qui ne sont pas de l'immeuble bâti. Ça a été retiré. Par contre, les arrêtés code du travail qui disent qui peut faire quoi, laisse la possibilité d'avoir à chaque fois de faire appel du coup, notamment dans l'appel d'offres public, à un diagnostiqueur. Alors les appels d'offres passés ou en cours, un diagnostiqueur immobilier certifié avec mention dans certains, même si en plus il leur faut quand même une compétence. Donc c'est le fait d'avoir laissé dans ces arrêtés qu'il n'est pas question de bouger cette notion de faire appel à un certificateur, un opérateur certifié immobilier, alors même que cette personne n'a pas le corpus pédagogique de la thématique. C'est ça l'ambiguïté. L'arrêté n'était pas question de modifier, mais là on a modifié, on a allégé une partie du dispositif et on laisse ambigu les autres arrêtés compétences. Alors on les laisse ambigus, et puis surtout on laisse complètement livrer à eux-mêmes des opérateurs spécialisés à qui on va dans certains cas demander une certification de diagnostiqueur, si je peux me permettre l'expression, en termes bâtis, qui n'exercent pas ce type de mission, et pour lesquels du coup les organismes de certification peuvent pas maintenir leur certification. Donc c'est un risque d'exclusion d'une interdiction de concourir à un appel, puisque on pourrait penser que la personne à l'initiative du marché pourrait exiger, pourrait exiger une certification là où même on n'a pas la possibilité de l'avoir, puisque de ce fait on n'est plus certifié dans ce domaine-là. Donc Thierry, là-dessus, est-ce que les appels d'offres aujourd'hui tiennent compte de cette particularité ou pas? Je dirais, malheureusement, comme toujours, et c'est pas pour jeter la pierre aux donneurs d'ordre, ils ont toujours un temps de retard, effectivement, sur l'intégration et la compréhension des nouveaux textes. Donc, je peux confirmer que depuis le mois de décembre, depuis l'apparition de cet arrêté, les appels d'offres continuent aujourd'hui spécifiquement, par exemple, sur les domaines sur lesquels moi je réponds, les enrobés et le domaine industriel, on continue d'exiger en fait la certification avec mention, tel que Benjamin l'a rappelé, et qu'à ce titre-là, on est effectivement assis de façon inconfortable entre deux sièges, à devoir maintenir, si on est spécialisé, sa compétence au niveau de la certification, à devoir réaliser le nombre de rapports minimum à transmettre aux OC en fait systématiquement, et qui pour moi paraît le plus incongru, c'est à devoir faire un contrôle sur ouvrage sur ce domaine immobilier sur lequel petit à petit on n'est plus spécialiste en fait. Donc on va être jugé de façon légitime, et jugé, j'emploie avec des grosses pincettes, par le fait en fait lors du contrôle sur ouvrage sur un domaine sur lequel on ne pratique pas suffisamment et sur lequel on aura peut-être des mauvaises manifs, des mauvais retours en fait d'intégration de la réglementation, parce que justement on s'est spécialisé, qu'on a voulu apporter une plus-value à notre profession, et que
il y a quand même quelque chose qui est aberrant par rapport à ça. Et ce qui est quand même assez anormal, c'est que, enfin, moi j'ose le dire, c'est qu'on n'a pas la feuille de route de la DGT aujourd'hui, savoir quels sont les axes sur lesquels ils vont éventuellement faire évoluer les textes. Est-ce qu'ils vont apporter au travers de questions-réponses des précisions par rapport à tout ça? Aujourd'hui, le problème de ceux qui répondent à des appels d'offres, c'est pas seulement de répondre à des exigences en fait, qui sont formulées dans les règlements de consultation et dans les cahiers des charges, mais c'est surtout de dire qu'est-ce qu'on apporte comme réponse à un donneur d'ordre pour lui justifier justement du fait qu'on est compétent sur le domaine pour lequel il nous sollicite, mais qu'on n'est pas nécessairement, je dirais, à même de pouvoir fournir des références pour justifier de notre expérience en tant que certifié amiante avec mention aujourd'hui sur le seul domaine immobilier. Il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait. D'accord. Alors, si je peux formuler un vœu et je vous... Et là-dessus, la DGT ne bouge pas. D'accord. Alors, ouais, si je peux formuler un vœu, donc à vous deux, et bon, bien sûr, Thierry, en tant que réseau A+, tu pourrais aussi être allé soutenir cette idée-là. Et donc, de l'autre côté, Benjamin, je commence par Benjamin. Y a-t-il aujourd'hui une mobilisation, enfin, en tout cas un avis sur cette situation de la part des organismes de certification? Est-ce que là, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même une sorte de collectif, d'association qui représentait les OC. Est-ce que du coup cette question est abordée au sein de l'ensemble des OC? Alors oui et non, parce que il faut se rappeler quand même qu'aujourd'hui l'ADN des organismes de certification de diagnostic immobilier, c'est le bâti. Euh, c'est le code de la construction et de l'habitation, et c'est vrai que de toute façon, n'ayant jamais été consulté en ce sens, la question s'était pas posée jusqu'à présent. Mais qui plus est, l'évolution vers les autres missions, ça compliquerait encore considérablement cette certification, parce que on pourrait pas créer une certification générique avec des missions qui sont aussi différentes des unes des autres. Donc ça, après, c'est un avis personnel, mais ce serait créer éventuellement une certification par spécialité. Donc ceux qui font plusieurs missions se trouveraient obligés de passer plusieurs certifications. Enfin, la réflexion est compliquée et c'est vrai qu'à aujourd'hui, elle n'a pas été menée parce qu'il y a pas eu, tout du moins à ma connaissance, de réelle consultation sur un projet et sur ce vers quoi on voudrait tendre. D'accord. Alors, en tout cas, la proposition que je voulais faire, c'était de dire, en tout cas, que Réseau A+ peut la faire, et donc appeler d'autres membres, d'autres organismes qui représentent les certificateurs, mais notamment les donneurs d'ordre, parce qu'effectivement, Réseau A+, on a la facilité, par exemple, de pouvoir consulter l'ordre des architectes, par exemple, et aussi bien les maîtres d'œuvre ou les syndicats de maîtrise d'œuvre ou aussi les contrôleurs techniques, les SPS, etc. Donc, l'idée, c'est de dire, pour simplifier quand même aujourd'hui les appels d'offres, rappelons au minimum que la demande et en faire un critère rédhibitoire dans un appel d'offres de la certification avec mention ne tient pas. Et donc, il n'est pas logique aujourd'hui qu'un donneur d'ordre mette dans ses consultations l'obligation de fournir, puisque c'est marqué dans les textes, en faire un facteur rédhibitoire, un critère rédhibitoire d'élimination si le diagnostiqueur ne fournisse pas donc cette certification, ce certificat. À l'inverse, par contre, proposer que l'expérience et les dossiers, comme on le fait par exemple pour les entreprises pour Calibat, Calibat c'est quoi? C'est les donneurs d'ordre et les architectes et maîtres d'œuvre qui donnent un satisfait aux entreprises. Oui, effectivement, sur ce chantier-là, ça s'est bien passé. Et donc, on peut aussi voir que l'expérience pourrait aussi nourrir les dossiers de candidature. C'est quelque chose qu'on pourrait proposer pour 2022. Il y a un autre facteur surtout, c'est que à ma connaissance quand même, chaque arrêté d'application pour chaque problématique amiante aujourd'hui comprend un article relatif à la compétence des opérateurs qui interviennent et une certification amiante mention, à ma connaissance, ne figure pas comme le seul moyen de vérification de compétences en ce qui concerne les navires, en ce qui concerne le ferroviaire, en ce qui concerne l'aérien. Oui, mais là, Benjamin, en fait, on touche à des domaines, en fait, pour lesquels il y avait déjà une structuration de la réglementation qui imposait un niveau de compétence qui était spécifique à chacun des domaines. Par contre, si on touche aux sous-domaines qui concernent les enrobés, les bâtiments dits à vocation équipement industriel,
dans un flou artistique total parce que le socle réglementaire, c'est le code du travail et que là-dessus, on n'a jamais mis en place de réglementation de compétences particulières en fait et qu'on a laissé les gens venir se greffer sur ces obligations réglementaires, notamment au niveau des repérages à viande avant travaux, et qu'on ne sait pas du tout, pour ces deux domaines-là spécifiquement, trouver de solutions, de portes de sortie. Pour l'aéronautique, effectivement, il y avait des niveaux d'exigence de compétences exigés. Pour les navires, aujourd'hui, il y a l'exigence COFRAC, en fait, donc il n'y a pas de souci. Mais pour, encore une fois, voilà, le domaine de l'industrie et le domaine des enrobés, sachant que la norme des enrobés, elle porte, il ne faut pas l'oublier, sur les ouvrages d'art aussi, sur les ouvrages enterrés. Donc on a vraiment 4 domaines au sens large qui sont les oubliés et qui représentent aujourd'hui au niveau des marchés de travaux des montants relativement conséquents et qui touchent une population assez spécifique en fait. Donc moi spécifiquement sur ces domaines-là, je ne sais encore une fois pas du tout comment entre guillemets attirer l'attention des donneurs d'ordre pour leur dire voilà, dans votre cas, il n'y a pas de réglementation spécifique comme l'aéro, comme les navires, comme le ferroviaire sur lequel vous puissiez vous caler. Prenez en compte effectivement comme l'a rappelé Luc, les références, l'expérience en fait de l'opérateur de repérage, mais ça restera bancal parce que on pourra toujours laisser entrer des personnes qui présenteront comme c'est malheureusement le cas, des pavés de référence. Et je pense à tous ces bureaux de contrôle en fait, dont certains ne sont absolument pas du tout compétents et qui vendent de la référence au kilo en fait, alors qu'en interne ils n'ont absolument pas les personnes qui sont à même de pouvoir traiter les prestations. Donc au final, c'est le donneur d'ordre qui est déterminé en fait. Ok, alors on va devoir conclure, mais en fait pour les vœux, est-ce que du coup au moins ça, alors je formule moi ce vœu qu'on puisse faire une intervention, soit effectivement auprès de certains donneurs d'ordre, soit carrément en faisant une demande d'audience au ministère du Travail, qui est quand même l'endroit où on pourrait activer cette réflexion. Donc bien sûr Thierry, on va se revoir pour formuler ça, et l'on pourrait aussi du coup inviter, notamment les OC avec qui on a des contacts particuliers, pour venir aussi provoquer en faisant une demande d'audience au ministère du Travail et poser la question. Après, c'est pas nous de le régler, mais poser cette question de façon très pragmatique comme on l'a pu le faire aujourd'hui. Donc, quand même, donc pour terminer, je terminerai donc par Thierry. Benjamin, est-ce qu'il y a un vœu particulier qui pourrait être fait pour 2022? Si on pouvait avoir une situation qui se stabilise un peu au niveau de la certification. Donc, stabilité, santé, bonheur et stabilité. Santé, bonheur, je crois que c'est le vœu qu'on a tous, c'est d'avoir une situation à tout point de vue qui se stabilise, que ce soit sanitaire ou personnel, professionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, organismes de certification, ça fait quelques années que ça devient très très compliqué entre les arrêtés qui paraissent, les arrêtés qui sont annulés, les arrêtés qui sont modifiés. On est aujourd'hui à cheval pour nous, organismes de certification, sur plusieurs réglementations parce que certaines ont évolué mais font encore l'objet de liens contractuels. Donc les cycles 5 ans, les cycles 7 ans, les contrôles sur ouvrage global, maintenant ça s'appelle un contrôle sur site, même si dans l'absolu c'est la même chose. Mais pour nous, c'est vrai que la chaise musicale 3 fois par an, c'est compliqué. D'accord. Bon. Merci pour ces vœux. Thierry, donc attention à la route, mais donc quel serait on l'a déjà vu, mais un autre vœu, un autre domaine, est-ce qu'il y a des vœux particuliers pour un opérateur en repérage? Je dirais clarification et transparence et que tous les textes qui ont été promis soient publiés de façon à ce qu'on puisse un peu éclaircir cette feuille de route-là et redonner de la qualité et replacer au centre, je dirais, du débat la compétence de l'opérateur de repérage. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'est focalisé sur le diagnostic immobilier, mais le législateur a pu créer plein d'autres domaines et on ne donne pas à ces domaines-là en fait aujourd'hui suffisamment de place en fait dans l'exercice des repérages avant travaux. Donc si 2022 pouvait être une année voilà de clarification et de simplification un petit peu de tous ces aspects-là, je pense que ça ferait du bien à notre profession et que ça attirerait même un regain d'intérêt pour certains à sortir un petit peu du contexte du diagnostic immobilier sur lequel je ne fais absolument aucun commentaire négatif.
Mais voilà, aujourd'hui, sachant que les repérages avant travaux existent et qu'on sait très bien que d'un point de vue prévention des risques, ce sont des maillons essentiels dans la chaîne de la prévention, donnant les clés, les moyens à ceux qui souhaitent venir rejoindre cette particularité des repérages, d'être compétents et puis d'être reconnus en tant que prestataire de qualité. Voilà mes vœux en fait au bout de 25 ans de métier. Très bien, merci. Le jubilé aussi. Merci Thierry pour ça. Et donc, je vous remercie pour ce premier magazine et j'espère qu'on pourra en refaire d'autres et suivre l'actualité là-dessus, bien entendu. Et donc, vous allez voir que le générique de fin va intervenir. Mais après une petite page de publicité, vous allez voir, j'en ai parlé au tout début dans mon éditorial et on a retrouvé une petite publicité d'époque des années 80, donc bien avant la réglementation amiante. Vous allez voir un petit peu de quoi on parle en pensant à la situation aujourd'hui sanitaire et de fameux petits virus tout verts qui nous embêtent fortement. Merci à vous et à très bientôt. Je profite pour dire au revoir à ceux qui nous suivent, y compris sur Facebook ou sur YouTube. Et à très bientôt pour d'autres aventures et Deus Ex Machina, comme on dit pour terminer. Oh là 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 là, Lucatilo Souk! Chi va scalava? No bibi, hein? Calmina, Malovigno. Ma socra de moula! Daki homo micro e crapoto basta fuite. Oh, so tutti mini rikiki? Ma, kif costaud. Kif costaud. Che sera? Oh, so bonocline, e so doudou locoto. Bravo, mon micro. Gros cras de boulot. Homo micro, lo tutti rikiki, maus costaud. Voilà, c'était petite souvenir. Et quand on a entendu effectivement Omicron, Tutti Rikiki, Mouse Costaud, voilà, c'était pour faire un petit peu d'humour parce qu'il faut pas perdre son humour, même dans les situations dramatiques. C'est ce qui permet de surfer sur ces différentes vagues en restant debout, honnête et droit dans ses principes. À très bientôt et portez-vous bien.